Je propose qu'on commence. Donc, bonjour à tous, hein. Bienvenue dans ce webinaire à destination des animateurs de captage prioritaire bretons, ainsi qu'aux agents des DTM en charge de suivi des politiques de protection des AAC. Donc aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire est de faire un retour d'expérience sur la méthodologie mise en œuvre pour réaliser les différentes étapes de protection de ces captages prioritaires, dont celui de l'ANIDI à Morlaix, aussi appelé, je pense, captage de Jarlot, donc en termes d'étapes, c'est-à-dire des limitations, diagnostic des pressions et plan d'action en construction, puisque c'est un nouveau captage rentré dans le DAGE 2022-2027. Je remercie Guy Pennec, président d'Andour, et Julie Bertillon, chef du service biodiversité à Andour, pour leur participation à ce webinaire et je leur laisse la parole. Merci à vous de vous être connectés. Bon, bonjour à tous. Merci de lancer ce webinaire et puis à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc Guy Pennec, président d'Andour, et je suis également vice-président à Morlaix Communauté, la communauté d'Agglo, sur les cycles de l'eau et biodiversité. Juste très brièvement, Andour est une régie publique qui a aujourd'hui 1 an d'existence à personnalité morale, c'est-à-dire que nous sommes totalement indépendants et que nous faisons une gestion intégrée de l'eau à travers un petit cycle sur 3 compétences: assainissement collectif, alimentation eau potable et assainissement individuel, plus eau pluviale. Et ce petit cycle dans un grand cycle avec 8 grands thèmes habituels portés soit par des syndicats mixtes de bassins versants, soit par des communautés, soit par des EPAGA, comme les PAGA par exemple. Voilà, sur toutes les questions. Alors, sur un panel très large, allant du portage de PAPI, de plan d'action de prévention des inondations de la ville de Morlaix, à l'érosion trait de côte, en passant par la biodiversité, trame verte, trame bleue, bien sûr, le bocage, les actions milieux aquatiques, conseil agricole agréé, et donc les plans algues vertes également, puisque nous portons aussi un plan algues vertes en lien avec la lieu de grève sur l'Agnon très communauté et avec un certain nombre d'actions sur les contrats de territoire, les contrats territoriaux passés avec l'agence de l'eau et que tout le monde connaît en déclinaison sur le terrain. Voilà. Voilà, brièvement, c'est une régie de 125 salariés aujourd'hui, avec son propre bureau d'études, l'ensemble de ses services, sauf l'assistance informatique que l'on délègue pour le moment. Voilà. Alors, en introduction, Guy Pennec, comment vous voyez cette démarche de protection de ce captage prioritaire en Oui, termes alors de... nous avons un captage prioritaire sur le bassin versant du Jarlot et le captage prioritaire de l'Anidi qui alimente la ville de Morlaix et la commune de Saint-Martin-des-Champs. C'est 12 000 abonnés, mais représente en réalité à peu près 25 à 30 000 abonnés, puisque nous soutenons nos voisins du Léon, le syndicat mixte de l'Orne, par moment et lorsque nous pouvons le faire. Et puis également les communes littorales trégoroises de Morlaix Communauté, ces 8 communes que nous sommes obligés de soutenir en étiage parce que le captage relatif à ces 8 communes est insuffisant. Donc c'est un captage très sensible, stratégique et classé prioritaire dans les 1000 captages prioritaires. Mais de ce fait, de crête à crête et sur l'ensemble du bassin versant, qui fait, le bassin versant doit faire 91 km² de mémoire, eh bien, l'arrêté préfectoral a pris dans la NAS d'autres petits captages qui desservaient un ex-syndicat sur trois communes, quand même des captages qui produisent à peu près, alors pas qui produisent, dont le prélèvement est à environ autour de 800 000 m3 par an. Voilà. Le,
le prélèvement du milieu sur le captage de l'Anidie sur le Gerlot, là, pour la ville de Morlaix, c'est 1 400 000 mètres cubes de prélèvement par an. Parfait. Merci pour cette introduction. On aura l'occasion peut-être à la fin de la présentation de Julie de voir comment vous Oui, voyez les choses sur ce captage en termes de tout à fait, prévention. tout à fait, tout à fait. Merci à Julie, du coup. Ok, bonjour tout le monde, je vais vous partager l'écran et la présentation. Euh, c'est bon, vous voyez du coup le support? Oui, c'est bon. Ok, merci. Donc, il faut que je trouve le bouton. Donc, Julie Bertillon, moi je travaille au sein de la Régie publique de l'eau en Dour. Je suis chargée de mission protection des captages et responsable du service qui a en charge les thématiques agricoles, biodiversité et bocage. J'ai rejoint le territoire en début d'année 2023, notamment pour travailler sur la problématique du captage de l'anidie. Donc, on l'a expliqué à l'instant, qui est un captage qui est stratégique pour le territoire, parce qu'il alimente l'agglo morlaisienne et vient en soutien aux communes voisines. Stratégique et prioritaire, puisque depuis 2021, l'État constate une dégradation de certains paramètres pesticides via les suivis qui sont assurés par l'État, par l'ARS. On a plusieurs molécules qui montrent des tendances à la hausse et les molécules que l'on retrouve dans beaucoup de sites, hein, notamment les amétolachlore, hein, qui en 2021 étaient encore pertinents, et le chlorothalonil, son métabolite. Ce sont ces deux molécules que l'on retrouve le plus dans l'eau captée à l'anidie. Donc, un signalement de l'État auprès de Morlaix Communauté à l'époque en 2021. Et parallèlement à ce signalement, via les suivis qui sont faits par la structure localement, une tendance aussi à la dégradation de la qualité de l'eau au niveau des captages souterrains au sud du territoire de l'aire d'alimentation de captage de l'Anidie. Donc, c'est les petits points qu'on voit au sud de la carte. L'ensemble de ces informations a impliqué en fait le classement du captage en prioritaire au SDAGE Loire-Bretagne en 2022. Donc le captage de l'Anidie, il a rejoint cette liste un peu en décalé, puisque le gros des captages était devenu prioritaire quelques années auparavant. Donc l'Anidie a rejoint la liste en 2022. Suite à cette intégration, on a demandé au préfet du Finistère la délimitation de son aire d'alimentation de captage. Donc via un arrêté préfectoral, on a pu demander au préfet de nous dessiner l'aire de travail au sein de laquelle on aurait légitimité, donc Morlaix Communauté puis Andour depuis 2024, à travailler sur un diagnostic des pressions et sur l'élaboration d'un plan d'action. Donc cet arrêté préfectoral, contrairement aux arrêtés de protection de périmètre de captage, il n'a pas de prescription obligatoire. Il est juste, il permet de délimiter cette aire de travail et de légitimer le producteur d'eau à travailler au sein de l'aire d'alimentation de captage. Donc c'est la surface que l'on voit en bleu sur la carte qui représente 8600 hectares de mémoire. Donc suite à la délimitation de cette aire d'alimentation, là-dessus on a été appuyé sur le volet administratif par, c'était Christine Marc à l'époque qui était à la DDTM qui nous a aidés dans les démarches d'élaboration. Il faut savoir que l'arrêté préfectoral, il a été publié après mise en consultation de la clé du SAGE local et de la Chambre d'agriculture. Donc l'arrêté a été publié en mai 2023 et on a de suite enchaîné avec la publication d'un marché qui devait nous permettre de trouver un bureau d'études pour réaliser le diagnostic des pressions et émissions agricoles. On a ciblé le diagnostic sur l'enjeu agricole puisque en ce qui concerne les pesticides, c'est aujourd'hui le seul contributeur sur ce territoire en tout cas vis-à-vis de l'enjeu phytosanitaire. Donc on a recruté un bureau d'études qui a démarré son travail en septembre 2023, travail qui s'est terminé en juin 2024. Parallèlement au travail du bureau d'études, à chaque étape et dès le début, en fait, on a travaillé de manière étroite avec la Chambre d'agriculture puisqu'on a des échanges qui
sont vraiment pertinents et sains sur le territoire. Donc dès le début, en fait, par petits groupes de travail, on les a associés, on les a informés de la démarche. Et il y a eu une co-construction permanente de ce travail d'élaboration du plan d'action. À chaque étape, soit via des réunions avec la Chambre, soit via des réunions avec les agriculteurs. Toute la démarche s'est basée sur ce travail de concertation et de co-construction. Et c'était vraiment important qu'il soit là à chaque étape. Et donc le diagnostic dépression a eu lieu de septembre à mai 2024, septembre 2023 à mai 2024. Il a consisté, alors moi je me suis vraiment appuyée, comme vous peut-être, sur la stratégie régionale captage prioritaire, puisque en fait c'est un document qui fait consensus, qui a été validé par les services de l'État, la région Bretagne, la Chambre, et qui permet de nous guider pas à pas sur la démarche à mettre en place. Donc j'ai vraiment, quand je suis arrivée sur ce poste, là, ça m'a beaucoup aidé à travailler sur la démarche captage prioritaire. La stratégie s'impose pas à nous, mais elle nous aide en fait à déployer les différentes étapes de la démarche et à ne rien oublier. Donc, sur la base de la stratégie, on a fait ce diagnostic des pressions. Il a consisté à rencontrer les exploitants agricoles sur l'équivalent de 2500 hectares de SAU, une vingtaine d'exploitations agricoles et 2500 hectares de surface agricole utile parcourue via des DPR2. Donc, des rencontres avec les exploitants pour connaître leurs pratiques phyto et du terrain pour connaître l'éventuelle fragilité du territoire vis-à-vis du paramètre pesticide. Donc, les deux, les pratiques et la partie paysage ont été diagnostiquées de septembre 2023 à avril 2024. Je ne sais pas si vous avez des questions là. Pas hésiter à lever la main de manière virtuelle. Euh, donc c'est Aquasol, le bureau d'études qui a travaillé pour nous sur la partie diagnostic des pressions agricoles. Et grâce au diagnostic, on a pu restituer aux agriculteurs et au comité de pilotage de la démarche une proposition de plan d'action en début d'été 2024 qui s'est appuyé sur les échanges qu'on avait eus avec la profession. On a aussi échangé avec les prescripteurs, avec les services de l'État et avec les échanges qu'il y a eu en individuel lors du diagnostic. On a abouti à un plan d'action en juillet 2024. Les objectifs du plan d'action que l'on s'est fixés, ben, on a des objectifs de concentration qui nous sont imposés vis-à-vis du fait qu'on est classé prioritaire. Donc 0,08 microgrammes par litre de substances individuelles et de métabolites pertinents et 0,4 en total de pesticides, molécules mères et métabolites pertinents. Ça, c'est notre objectif. Euh, on a eu cette problématique que vous avez aussi sûrement de molécules. Au début de la démarche, on avait deux métabolites qui étaient pertinents. En fin de démarche, on avait deux métabolites qui sont passés non pertinents et le S-métolachlore qui a été interdit en octobre 2024. Donc, à un moment, on s'est posé la question de la poursuite de la démarche, puisque finalement, en retirant ces deux molécules, on pouvait se dire qu'on était sous les seuils fixés par la directive sur les eaux destinées à la consommation humaine. Sauf que, il y a une volonté d'anticiper les changements de normes en fait pour les produits phyto. Il y a une volonté de prendre en compte l'effet cocktail, pertinent ou non pertinent. On a envie de dire peu importe. On a une crainte et on ne connaît pas l'effet cocktail de ces molécules qu'on retrouve dans l'eau. Et on sait déjà tous que le S-métolachlore, il va pas tarder à être remplacé. Là, on va entrer dans la campagne de désherbage de maïs. On imagine qu'on aura de nouveau de nouvelles problématiques de métabolites sans tarder, en fait. Donc, après échange avec le comité de pilotage, les élus et la DDTM, il a bien sûr été souhaité de maintenir la dynamique de plan d'action en se fixant sur cette base-là des enjeux et des stratégies, et une stratégie. Donc, la stratégie et les enjeux pour notre territoire, c'est de viser le moins et le mieux possible. On va pas être sur une démarche, en tout cas aujourd'hui, zéro phyto, de parler de bio en permanence, mais on va être sur une démarche de dire, on a un territoire qui a un bruit de fond qui est présent, une tendance à la hausse, mais pour autant, c'est des concentrations qui sont pas
explosive. Donc ça veut dire qu'on a une agriculture qui est en place, qui est plutôt résiliente, mais il faut la soutenir, il faut la maintenir, il faut éviter la tendance à la hausse et notamment soutenir le maintien de l'élevage, qui est sûrement une pratique qui permet d'avoir de limiter la hausse des concentrations en pesticides. Donc ça, pour moi, c'était important d'arriver à ce consensus-là en comité de pilotage, politiquement et avec les services de l'État, de se dire qu'avec ce plan d'action, c'est aussi un projet de territoire. On va soutenir l'élevage qui a tendance à diminuer comme partout. Et on a aussi fixé comme enjeu de limiter l'arrivée de cultures à haut niveau d'intrants, puisqu'on a des cultures de pommes de terre qui arrivent de part et d'autre du territoire et qui, pour le coup, présentent des indices de fréquence de traitement largement supérieurs au maïs, aux céréales et aux autres cultures que l'on a en place. Je sais pas si là-dessus tu veux commenter, peut-être dire. Enfin, nous, ça nous semblait important d'avoir de cadrer la stratégie localement, quoi. Oui, je peux apporter juste aussi des précisions sur le contexte. En tant que personne responsable de la production et de distribution d'eau de consommation humaine, outre les plans de gestion de crise et des plans de gestion sanitaire, nous avons l'obligation de garantir à nos abonnés, aux industriels, à tous ceux qui utilisent dans la transformation agroalimentaire, une eau de qualité. Et une eau de qualité va de pair avec tout ce que Julie là vient d'exposer sur la limitation essentiellement du cocktail. Une fois dit ça, je dois vous préciser que nous avons actuellement sur ce bassin versant que l'usine principale qui est équipée de filtres à charbon actif. Charbon actif que l'on changeait sur des périodes assez longues précédemment et nous sommes arrivés aujourd'hui à changer les charbons, c'est-à-dire 13 tonnes de charbon actif à chaque fois, entre 9 et 12 mois, sur une usine qui est très vieillissante. Donc on pourrait se dire, bah, tout va bien. Mais vous avez vu qu'il y a d'autres captages que l'on peut qualifier de petits, mais quand même le prélèvement avoisine aussi voilà, les 800 000, des fois 900 000 mètres cubes par an. À notre échelle, c'est pas rien. Et là, les petites usines que l'on a ne sont pas équipées de filtres à charbon actif. Et lorsque l'on procède à des analyses surprises, on monte tout près du microgramme. Donc, on n'est pas à 0,1, ni à 0,4, ni à 0,5. On peut arriver en cocktail à 0,9, voire flirter avec les 1. Et comme on n'en fait que très épisodiquement, on pourrait supposer que parfois on peut dépasser le microgramme. Cela étant dit, on a mis aussi, pour conforter ce que vient de dire Julie, on n'a pas mis le cursus au zéro phyto, étant dit que l'on tend à aller vers le zéro phyto. Mais au lieu d'être dans l'affichage du zéro phyto, nous avons choisi la voie du petit pas en se basant sur la relation de confiance que l'on a avec l'ensemble des acteurs, parce que le territoire, il est marqué par une complémentarité des acteurs, que ce soit l'ensemble du corps d'État de la DDTM, mais que ce soit aussi les agriculteurs qui nous font confiance, la Chambre d'agriculture avec qui on travaille vraiment, vraiment bien. Voilà, ça se passe très bien, hein. On est exactement alignés dans la même démarche. Et puis les collectivités. Et avec quelque chose qui est primordial, c'est maintenir l'élevage et une action, bien sûr, qui vient derrière tout ça, c'est l'action sur le maïs principalement. Mais pas que, mais pas que. Voilà, je voulais juste apporter ces précisions. En vous disant qu'actuellement, ce n'est pas finalisé, mais nous sommes en discussion avec le département du Finistère qui entend mener deux opérations pilotes, une dans le sud Finistère et une dans le nord Finistère, sur cette aire d'alimentation de captage, pour faire auprès d'un des petits captages qui sont concernés, que vous avez vus dans le sud du territoire, pour faire un petit territoire zéro phyto.
voilà, là, oui, on va essayer de mettre en place une expérience zéro phyto. On poursuit sur le volet plan d'action s'il n'y a pas de questions. Il y en a, mais on les posera peut-être à la fin. D'accord, ok, Ouais. ok. Je vais mettre le timing aussi pour pas. Donc le plan d'action, il a différents axes. L'axe coordination et communication qui est important. Un axe qui porte sur la réduction des pressions phyto liées à l'usage, ça veut dire la quantité de phyto qu'on va mettre à la parcelle. Nous, dans les données de suivi qualité de l'eau, on a quasiment uniquement des métabolites de pesticides. Ce qui veut dire que la molécule mère, elle est bien captée par le paysage. On a vraisemblablement des zones humides, des bandes enherbées, du bocage qui sont bien en place. Par contre, le métabolite, lui, qu'il y a du bocage ou pas, il finit par rejoindre la ressource. Donc on est vraiment, la priorité, c'est, on va pas être sur une action de type bocage de façon prioritaire. On va être vraiment sur une action réduire la dose qu'on met à la parcelle. Donc, mais un volet quand même transfert par ruissellement, un volet foncier et un volet économique, qui est à la marge, je pense, au départ, en tout cas du projet, mais qui est important à avoir en tête. Et différents outils qui répondent à ces axes, donc de l'accompagnement individuel, de l'animation collective et la mise en place d'un outil de type PSE, paiement pour service environnemental. Et on est sur une temporalité de 3 ans, puisque le préfet demande à ce que, on ait amélioré les pratiques et les concentrations d'ici à la fin de l'année 2027. Avec toujours le risque, si on n'a pas un engagement suffisamment important sur le territoire de la part d'Andour et des exploitants agricoles de se voir imposer un arrêté ZSE. Donc on a vraiment tous intérêt, y compris les exploitants agricoles, à s'engager tous dans la démarche. Donc, sur le volet coordination, donc on a une personne qui a rejoint l'équipe d'Andour là, à plein temps depuis le 1er janvier, qui travaille uniquement sur le plan d'action de la AC de la NIDI. Donc, il y a tout un volet coordination de l'ensemble des actions du plan d'action. Un volet communication grand public qui est presse que l'on va lancer sans tarder, qui de mon point de vue est important parce que il y a une forme de responsabilité collective hein, sur la question des pesticides via l'alimentation, une forme de soutien aussi qu'il faut qu'on apporte aux exploitants. Donc ça peut passer par de la communication positive. Donc l'idée étant d'organiser chaque année un événement grand public pourquoi pas au niveau de l'usine de traitement d'eau, en invitant à faire une visite de ferme, par exemple, également. Donc, on a cet objectif en ligne de mire pour, a priori, le mois de septembre. Un volet suivi des concentrations en pesticides et métabolites à l'échelle de l'ensemble de l'aire d'alimentation de captage. Donc, c'est important de mettre en place ce réseau de suivi. On l'a mis en place dès mars 2023 puisque c'est bien sur cet indicateur qu'on sera jugé. C'est le seul indicateur de résultat, c'est bien l'évolution de la concentration en pesticides et métabolites. Un volet veille technique et réglementaire qu'on apportera par diffusion de l'aide d'information aux exploitants agricoles. Et un volet sociologique, puisqu'on a souvent en tête des idées d'accompagnement technique et financier des exploitants agricoles, mais des fois, il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a un volet sociologique pour aider à franchir d'éventuels freins au changement. Sur le volet usage, on a donc prévu de démarrer là, cette semaine les premiers diagnostics individuels qui vont consister à récolter les pratiques phyto, l'assolement et l'état des parcelles auprès des exploitants agricoles qui sont volontaires pour s'engager avec nous, puisque ce diagnostic va permettre de dresser l'état zéro de l'exploitation et surtout d'élaborer un plan d'action pluriannuel avec l'exploitant agricole. En parallèle de cet outil, on va proposer aux exploitants des accompagnements individuels et de l'animation collective sur les axes que l'on a identifiés prioritairement. Donc, au niveau technique, on voudrait travailler sur l'agriculture de conservation des sols, les techniques culturelles simplifiées,
la diversification des assolements, l'allongement des rotations, l'introduction de cultures à bas niveau d'intrants, donc l'herbe principalement, le recours à la couverture des sols au-delà du réglementaire et bien sûr le recours au désherbage mécanique, surtout du maïs et si possible des céréales. Donc, tous ces axes-là que je viens de citer, c'est des axes que l'on a identifiés avec les exploitants agricoles en réunion collective. C'est pas nous qui avons inventé les thématiques sur lesquelles il faut travailler, sur lesquelles ils ont besoin d'aide, c'est bien eux qui nous ont aidés à les lister. Et pour motiver l'engagement à ces changements de pratique, Andour a décidé de mettre en place un outil de type PSE, enfin un PSE, un paiement pour service environnemental, euh, qui va rémunérer la diminution de l'indice de fréquence de traitement. Donc plutôt que de rémunérer la surface de maïs désherbée mécaniquement ou on a choisi de rémunérer la diminution de l'IFT pour laisser de la souplesse à l'exploitant. C'est lui qui va être maître de la stratégie qu'il met en place pour diminuer cette IFT. Peut-être qu'il y en a qui ont de l'appétence pour le désherbage mécanique, d'autres pour l'agriculture de conservation des sols. Donc, on leur propose beaucoup d'accompagnement technique et un seul indicateur de moyens, donc cette diminution de l'IFT. Pourquoi l'IFT aussi? Ben parce que c'est un indicateur qui est connu et pratiqué et qu'il est facile de comparer d'un exploitant à l'autre et qu'il est facile de comparer à l'IFT régional. On a aussi rajouté un PSE qui reconnaît l'augmentation des surfaces à culture bas niveau d'intrants. Donc la pondération se fait à l'échelle de 2 tiers pour l'IFT et 1 tiers pour le volet BNI. Sur le volet réduction des pressions liées aux usages, on a aussi un volet qui concerne le matériel, parce qu'on a souvent un frein au matériel. Les ETA et CUMA ne sont pas forcément équipés. Et on a euh, prévu une première réunion avec toutes les structures qui ont du matériel début mars pour identifier si la question du matériel est un frein. On ne s'exclut pas d'équiper, de mutualiser du matériel. Il ne faut pas que le blocage soit matériel ou financier quelque part. Et on va aussi déployer l'outil AgriInvest, puisque c'est un outil qui permet de subventionner l'achat de matériel et de mutualiser ce matériel. On a aussi des outils de type OAD qui peuvent aider dans la prise de décision sur le déclenchement au bon moment des traitements. Donc, les outils d'aide à la décision, c'est des outils qu'on a sur les téléphones et qui peuvent permettre de préciser en fait les pratiques et d'optimiser le recours aux phyto. Donc c'est là qu'on est vraiment sur la notion de mettre le moins possible et le mieux possible. On n'est pas encore là aujourd'hui, en tout cas sur une démarche zéro phyto. Un volet qui concerne le transfert, donc via les diagnostics DPR2, diagnostic de parcelles à risque, on va quand même identifier les parcelles qui présentent le plus de risques de transfert de phyto vers la ressource. Et grâce au DPR2, on va pouvoir proposer une reconnaissance financière des agriculteurs qui passeront ces parcelles en risque modéré ou moyen via la mise en place de talus ou de bandes enherbées. Donc c'est aussi un volet qui est important pour nous parce que au-delà de la question des phytos, sur le Jarlot, on a un enjeu lié au ruissellement, à l'érosion, au phosphore, aux inondations. Donc on construit aussi ce plan d'action bah, en lien avec nos collègues de d'autres services pour que l'ensemble des enjeux en fait soient pris en compte dans la démarche. Un volet foncier, donc ça c'est une question qui a beaucoup été remontée par les exploitants agricoles. Il y a une attente sur l'amélioration de l'organisation du foncier agricole sur le territoire. Il y a beaucoup d'exploitants là qui vont partir à la retraite sous peu, qui sont déjà partis. Et il y a besoin d'aider à faciliter les échanges à l'amiable et à rapprocher les parcelles du siège d'exploitation le plus possible pour ne pas bloquer le déploiement des systèmes herbagers, par exemple, et pour libérer plus de temps aux exploitants pour s'engager dans des changements de pratiques. Là, on a un appui de la Chambre d'agriculture pour tout ce qui concerne le foncier. On a aussi une ligne qui concerne l'acquisition foncière, puisqu'il est possible qu'on soit confronté à l'impossibilité de modifier des pratiques sur des parcelles à risque fort, si ce n'est via l'acquisition de la parcelle.
parce que pour l'agriculteur, c'est une parcelle qui a trop d'importance dans son parcellaire, par exemple. Donc, il y a aussi cette perspective, si besoin, d'avoir recours à de l'acquisition foncière et de la remise en circulation de la parcelle via des baux ruraux environnementaux. Le dernier volet du plan d'action, c'est le volet économique, qui n'est pas forcément évident sur notre territoire. On a assez peu de travail en circuit court, par exemple. Mais pour autant, c'est une notion qu'il faut que l'on ait en tête. Donc là, il faut qu'on se rapproche de Morlaix Communauté, du PAT qui est en cours sur le territoire, pour s'assurer qu'il y a peut-être des opportunités à développer, des débouchés différents d'aujourd'hui, qui permettent de soutenir des pratiques plus vertueuses. Mais ça, c'est un volet qu'on n'a pas encore trop exploré. Globalement, on a des grosses fermes qui font de la production laitière ici. Donc, on a assez peu d'appétence, a priori, pour le développement du circuit court. Un petit zoom donc, sur le volet accompagnement individuel. On a donc les pratiques qui sont ciblées, je vous les ai listées tout à l'heure. L'outil PSE, il est construit. Donc, on est en dehors des appels à projets de l'Agence de l'eau. Donc, on n'aura pas de financement aujourd'hui sur la mise en place de ce PSE. On est sur une aide directe aux agriculteurs, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc, on est dans le cadre du régime exempté de notification, dont le délai a été prolongé de 3 ans, de 2025 à 2027. Donc, c'est une démarche qui permet aux producteurs d'eau, vu les enjeux sur la qualité de l'eau potable, bah, d'être juridiquement en capacité de verser une aide directe aux exploitants agricoles. On n'est pas dans le cadre des minimis parce que c'est limité en termes de montant, mais c'est dans ce cadre-là qu'on s'inscrit pour voir verser cette reconnaissance d'engagement auprès des agriculteurs. Tu as peut-être quelque chose à dire. L'esprit, vous l'avez compris, l'esprit, c'est de travailler en transversal. Lorsqu'on évoque le travail sur les sols et sur l'érosion et le ruissellement, il faut savoir que dans le port de Morlaix, donc à l'exutoire du Jarlot, mais il y a une autre rivière qui rejoint le Jarlot à la confluence, on met 700 000 euros tous les 2 ans pour désenvaser le port. Alors, on n'arrêtera pas l'érosion ni l'envasement. Mais quand même, limiter ces dépenses, c'est important. Et donc, l'argent circule aussi en circulaire et revienne à ceux qui font des efforts au bénéfice de l'ensemble de la population, puisqu'il s'agit de santé humaine avant tout, hein. Et bien sûr, il s'agit aussi de garder un résultat d'exploitation dans le GAEC ou dans le ARL, hein, mais bien sûr. Et donc, c'est pas évident de changer ces pratiques comme ça et de les faire évoluer d'un claquement de doigts. C'est même pas possible, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on y va relativement doucement, mais sur un délai de 3 ans. Sur un délai de 3 ans. Et puis, le financement, voilà, d'où vient l'argent? Eh bien, il vient tout simplement du mètre cube d'eau, hein. C'est une pratique que l'on a depuis très longtemps avec les syndicats de bassins versants du secteur. On a toujours consacré sur les actions du grand cycle une part du prix de l'eau. Et à Andour, actuellement, on met 0,25 centimes du mètre cube d'eau, ce qui nous donne des moyens financiers pour lancer des actions dans le cadre du grand cycle et pas simplement sur la C. Jarlot. Alors, on est sur quelque chose en fait de reconnaissance d'un chiffrage écosystémique pour en dépenser moins, entraînement au bénéfice de l'intérêt collectif. Je dois vous préciser que nous avons engagé avec des communes voisines littorales un profil de vulnérabilité conchilicole. Mais au-delà du profil de vulnérabilité conchilicole, nous avons lancé un gros marché de recherche de substances dangereuses dans l'eau. Et nous ne travaillons, dans le cadre de l'AAC, on ne travaille pas uniquement sur des molécules issues des produits phytosanitaires de synthèse.
on travaille également sur ceux qui sortent des stations d'épuration et sur ceux qui sortent du réseau de nos routes qui chargent nos eaux et qui les contaminent sérieusement. Nous avons lancé depuis un an de la recherche des PFAS et nous allons continuer sur la recherche de TFA et autres PFAS dans nos bouts de stations d'épuration, puisque le devenir des bouts de station est majoritairement en épandage sur ce territoire. Donc c'était un engagement aussi vis-à-vis des exploitants. Il n'y a pas que les exploitants que l'on sollicite, on sollicite tous les acteurs qui interviennent sur la qualité de l'eau. Alors sur les recherches de substances dangereuses, c'est le métallique, c'est le plastique, c'est le médicamenteux, euh, essentiellement, quoi. Voilà. Donc j'enchaîne pour juste pour conclure sur le volet individuel, il y aura bien sûr la signature d'un contrat d'engagement individuel là au printemps qui permettra que les deux parties s'engagent à s'aider à aller vers ces bonnes pratiques et qui permettra à l'agriculteur de se projeter dans le temps. Le PSE pour les initiés, donc il y a dans le cadre du régime exempté de notification, on a bien besoin de travailler à des bornes, des indicateurs, des montants annuels, des pondérations. Donc là, je vous ai remis ce que l'on a acté là au sein d'Andour. Donc on retrouve les trois actions IFT, BNI, parcelle à risque fort. On a une pondération de chaque action, des montants par an. On voit que le plus gros pour nous, c'est bien le volet diminution des IFT, parce que c'est bien ça le plus important pour le territoire et pour Andour. On a des bornes mini maxi pour chaque action et je ne vois pas ce que j'ai dans la colonne de droite. Et un plafond annuel par exploitation agricole qui est de 12 000 € par an pour éviter l'effet surface de ceux qui ont des très grandes exploitations sur le territoire. On exclut les exploitations engagées en MAEC ou en CAB-MAB parce que c'est un risque de double financement. Et pour information, tout ce PSE, on l'a co-construit avec l'agence de l'eau. Malgré qu'ils ne soient pas financeurs, on espère bien s'insérer dans le futur appel à projet de l'agence. Donc on a tout de suite tenu compte de leurs attentes aussi. Donc avec Yvan Urvois et Pierre Prodhomme, là, on a construit étape par étape l'outil pour qu'on soit prêt, en fait, dès qu'il y a un appel à projet agence qui sort, à s'intégrer dedans et avoir des aides pour le financer. Sur l'animation collective agricole, donc c'est toujours les mêmes pratiques qu'on va promouvoir. On a des outils donc, qui vont être déployés chaque année on va travailler avec les ETA, CUMA, les prescripteurs et les vendeurs de phyto pour les sensibiliser à la démarche que l'on anime sur le territoire, pour qu'on ait un discours qui aille dans le même sens collectivement et que tout le monde soit mobilisé. On va communiquer via des lettres d'infos auprès de tous les exploitants du territoire pour partager des retours d'expérience et des évolutions techniques ou de réglementation. Et on va travailler sur de l'animation type bout de champ, formation, retour d'expérience sur le terrain, pour qu'il y ait une émulation qui se mette en place et qu'il y ait un partage de difficultés et d'expériences qui se mettent en place sur le territoire. Pour info, sur le Jarlot, les dernières animations de ce type-là, elles datent de Bretagne au pur, je pense. Oui. Donc, ça va être une nouveauté, quoi, un plan d'action. Alors, on a des agriculteurs qui sont concernés par les plans algues vertes, mais beaucoup ne nous avaient pas vus depuis longtemps. Donc, ça va être bien de retravailler avec eux. Et pour vous dire aussi que ouais, depuis le début, il n'y a eu à aucun moment une sensation de blocage ou de crainte de la part des exploitants. Ils attendent de voir ce qu'on propose et il y a plutôt une curiosité et puis une appétence sur le sujet, je dirais. On va voir, on est là à la phase de démarrage du plan d'action, mais jusqu'à présent, on a été bien, le projet est bien accueilli.
Et sur le volet foncier, donc je vous l'ai dit, hein, l'enjeu c'est de rapprocher les parcelles du siège, de leur libérer du temps pour évoluer sur les pratiques et de travailler sur le système herbagé, donc forcément d'avoir plus de surface accessible depuis le siège. Les outils, c'est l'animation foncière avec proposition de s'appuyer sur les communes, sur les élus des communes, parce que c'est important de s'appuyer sur cet échelon local et en s'appuyant aussi sur des exploitants agricoles qui seraient moteurs localement pour animer des groupes de travail et d'échange. Via aussi une convention SAFER pour avoir accès à Vigifoncier et identifier des opportunités d'acquisition de parcelles pour la collectivité, de parcelles à risque fort. Tu veux intervenir? On peut vous préciser un peu la SAU, hein. Il y a 8500 hectares de SAU. On a visé 5500. 5500. 5500. On a visé 30%, hein, Mhm. 30%, essentiellement Action Maïs, avec un nombre d'exploitants espéré, Julie, de à peu près 90 à terme. 90 exploitants sur les 3 ans dans une démarche volontaire. Mhm. Alors, il Les y a, cap- il y a eu des petits écueils, hein, ils nous ont fait part aussi très librement et très ouvertement, hein, des problèmes en disant, voilà, on nous demande de courir le 100 mètres et on nous demande de plus en plus de la performance et de le courir sous les 10 secondes, quoi, voilà. Et puis d'autres nous ont dit, bah oui, mais on nous demande de sauter en hauteur, mais à chaque fois on relève la barre. Mais une fois dit, on a trouvé de l'écho puisque on a redéployé une construction de plan d'action identique à ce qu'on avait fait dans le cadre du plan algues vertes du Douron. C'est-à-dire, ce sont les exploitants qui ont beaucoup de connaissances en la matière, qui voient ceux qui sont capables et qui identifient leurs freins et points de blocage. Donc, c'est eux-mêmes qui identifient leurs freins et points de blocage. Et puis, à nous de les accompagner pour lever ces points de blocage. Vous avez terminé, Julie? Ah non. Ah ouais, il y a deux diapos encore, ben des notions de montant de dépenses prévisionnelles. Donc là, c'est pour une année. Ben, on a à côté les recettes hein, qui apparaissent et qui sont uniquement issues de financement agence de l'eau et qui sont assez... bon, Ils existent. elles existent, voilà. Exactement. Et côté région et département, le département, il serait plutôt sur un appui à l'acquisition de matériel, mais via des dispositifs d'aide directe aux exploitants agricoles, et un appui sur le volet foncier, mais via la convention qu'ils ont avec la Chambre d'agriculture. Et la région soutient la démarche, mais n'a pas de moyens supplémentaires pour l'instant à dédier au territoire, puisqu'on a déjà des aides de la région sur d'autres contrats territoriaux. Et juste pour finir, voilà qu'on a bien des indicateurs de suivi, donc des objectifs chiffrés, des indicateurs de moyens et de résultats, et une gouvernance qui a été mise en place depuis le début de la démarche et qui va être réunie au moins une fois par an. C'est une demande du préfet hein, de maintenir cette gouvernance qui réunit donc l'État, la profession agricole, les collectivités, les communes. C'est important qu'elles soient associées, les financeurs, pour s'assurer que le plan d'action est bien suivi qu'il n'y a pas de risque d'arrêter ZSCE et qu'il y a une dynamique qui est bien en place localement. Je crois que c'est la dernière, tout à fait. Bah, merci en tout cas à tous les deux. C'était vraiment très clair et très instructif. Il y a deux questions dans le chat. Je laisse Gwenelle Guillou puis Alan Guillou les poser, à moins qu'ils soient partis. Gwenelle, tu arrives à prendre la main sur ton micro? Ah. Bon, sinon, je vais la lire, hein. Est-ce que le lancement de la démarche AAC sur l'ANIDI a été accueilli par la Chambre d'agriculture compte tenu de la sensibilité phyto de l'AAC? Comment ça a été perçu? Je réponds. Ouais, bah, de mon point de vue, bah, en fait, je pense que le fait qu'on a été très transparent dès le début, enfin transparent que on a tout de suite
toutes les étapes ont été validées avec eux, en fait. Même dès le début, il y a eu ce travail de collaboration et on a la chance d'avoir des interlocuteurs. Bah, je pense qu'il y a l'historique du plan Algues Vertes qui a prouvé que la collectivité, elle s'investit de manière intelligente et dans une posture d'accompagnement des exploitants. Donc, ça nous a facilité, je pense, l'arrivée de ce sujet. On est sur une problématique phyto, mais pour autant, comme on n'est pas sur une posture ferme dès le début d'aller sur du zéro phyto, on n'est pas stigmatisant. On reconnaît qu'il y a déjà des pratiques qui sont vertueuses parce que on n'est pas complètement déconnant dans les concentrations. Tout ça, ça a été dit, mais sans se voiler la face pour autant. Donc, moi, j'ai jamais ressenti de blocage vraiment de la part de la profession, D'accord. cette Euh, Vous, di- problématique. vous disiez que c'était dès le début, pourtant j'ai eu le sentiment pour la délimitation de la AC qu'il y avait eu un arrêté de prix sans réunir un comité de pilotage en amont. Enfin, j'ai peut-être mal compris. non, le préfet nous a demandé notre avis. Le préfet nous a demandé notre avis sur la délimitation. D'accord. Oui, Alors, ça s'est fait, il n'y avait pas eu de comité de pilotage encore en début d'année 2023, mais on avait vu, on avait rencontré la Chambre sur la thématique bien avant la démarche de oui. délimitation d'aires d'alimentation. Oui. D'accord. Alors, même si dans le contexte actuel, la loi d'orientation agricole eh bien, revient en arrière et sur ces questions-là, on a aussi affaire à des agriculteurs qui font partie intégrante de la société à part entière. Et ils se rendent compte qu'ils ne travaillent pas que en silo. Ils ne font pas que non plus faire de l'alimentaire. Ils vivent sur ce territoire, ils ont des familles, ils sont impliqués dans la vie sociale. Voilà, c'est à divers titres, hein, dans toutes les activités sociales. Donc, on a placé aussi ce sujet-là sans stigmatiser la question de phytosanitaire avec la question agricole. Nous nous sommes engagés parallèlement à mener un ensemble d'actions et à dire ce que l'on trouve aussi dans l'eau et à agir sur les autres acteurs qui interfèrent sur la qualité de l'eau. Et si cette prise d'eau, ils ont découvert aussi que cette prise d'eau, elle soutenait les voisins et qu'elle est fondamentale parce que sur le secteur, nous avons, comme dans beaucoup de départements, que du pompage superficiel en rivière que l'on voit depuis les années 2015 essentiellement des chutes d'étiage qui ont du mal à soutenir du débit dans les rivières et que sur cette rivière, à la prise d'eau, on peut arriver très rapidement au 20e du module interannuel. Or, au-delà du 10e, eh bien, le préfet du Finistère ne délivre que au compte-gouttes et suivant le contexte des dérogations. Hein, donc, c'est privilégier aussi les interconnexions. Et il est essentiel qu'on puisse maintenir dans le Jarlot ben voilà, un débit correct. Et là, c'est en sensibilisant sur ben, les activités du grand cycle que l'on peut arriver au moins à essayer de soutenir l'étiage. C'est pour ça que cette prise d'eau, elle est ultra sensible. Merci. Je relais la question d'Alan, puisqu'il n'a pas de micro. Alan Guillou. Donc, quels sont les retours vis-à-vis des prescripteurs et des vendeurs? Quel est quelles ont été leurs réactions? Comment vous avez Neutre réussi à les et embarquer? euh, pas trop, non. Non. Non, 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 bah, on les voit là, le 6 mars, la semaine prochaine. Mm. Ouais, on peut pas dire qu'ils soient proactifs, qu'ils portent les messages. Après, ils iront pas à l'encontre. Mais on a pour l'instant pas forcément de partenariat fort D'accord. avec eux, mais il faut qu'ils soient informés et qu'on n'aille pas dans des Des directions différentes. injonctions contradictoires, Ouais, ouais, c'est complètement. ça. C'est Peut-être que ça viendra, hein, mais bon, leur posture, elle est très neutre quoi, dans toutes ces démarches-là, je pense. Alors, Mm. on a une action qui nous a servi, hein. On a une action qui nous a servi, c'est-à-dire que sur 3 territoires bretons,
l'Agence de l'eau nous a accompagnés sur du PSE légumes, sur cette question de phyto, sur cette question d'infiltration et sur la question du bocage. Donc, c'est le territoire du Jaudy-Guindibizien, le territoire du Pont-Plein-Couat sur Morlaix-Communauté et le rue de Plouénan sur le Léon, mené par le syndicat mixte de l'Orne. Et cette expérience de confiance, hein, puisque c'est sur du déclaratif, mais sur de l'effectif aussi, puisque nous sommes en lien avec l'exploitant en permanence, c'est une réussite. C'est une réussite avec ceux qui se sont engagés. C'est une prise de conscience et une réussite. Et il se fait beaucoup de choses. Voilà, ce qu'on propose aussi, c'est de pouvoir valoriser ce que l'agriculteur fait en bout de champ auprès de la population, quoi. Voilà. Très bien. Je laisse la parole peut-être à Rose Lefebvre, si elle a le micro actif, ou elle peut l'activer. Oui, voilà, merci. Bonjour à tout le monde. Je suis d'Agence de l'eau Seine-Normandie et je travaille en Normandie. Merci pour votre présentation. En fait, j'avais des questions. L'accompagnement technique individuel, comment vous l'envisagez de le mettre en place? Qui le fait? Est-ce que c'est vous en régie ou est-ce que c'est en prestation? Donc, Ça va être... Ouais, vous aviez une autre question peut-être? ben, j'en ai deux autres. Ah oui. Je peux vous laisser répondre et puis je vous aborderai les Ok. autres. En fait, donc on a deux accompagnements individuels. Enfin, il y a le volet diagnostic individuel de suivi qu'on va essayer de faire un maximum en régie. Et après l'accompagnement technique individuel, on a publié un marché qu'on a notifié à la Chambre. C'était les seuls candidats, hein. Et donc, c'est eux qui vont proposer cet appui technique parce qu'ils ont vraiment des gens qui sont spécialisés sur la TCS, l'ACS, puis qui sont vraiment au courant des techniques les plus récentes sur toutes les problématiques qu'on vise. Donc, cette partie-là est déléguée à la Chambre. D'accord, merci. Et du coup, en lien, justement, vous évoquez TCS, ACS. Je me posais la question si vous aviez des problèmes de glyphosate et d'AMPA dans le suivi qualité du milieu et quel était le niveau de concentration en nitrate. On n'a pas de problématique. On n'a quasiment pas de molécules mères, on n'en a pas. Parce qu'encore une fois, on est sur un territoire avec beaucoup de bocage, de zones humides. Donc, on n'a pas de molécules mères. On est sur de l'AMPA. On a un bruit de fond, mais qui est très faible. Et du coup, j'ai oublié l'autre question. Je suis désolée. Le niveau Ah de oui, de concentration nitrate. en nitrate? Ouais, on doit être autour de entre 25 et 30. Entre 25 et 30, suivant le moment de l'année. D'accord. Et puis j'avais une dernière question que j'ai posée par écrit par rapport au PSE que vous êtes en cours ou vous avez proposé. Je me posais la question si vous aviez envisagé une rémunération à l'échelle de la SAU de toute l'exploitation ou est-ce que vous limitez la rémunération aux seules parcelles contenues dans la AC en fait. Alors, ça rajoute de la complexité, mais on s'est limité aux parcelles situées au sein de la l'AAC, puisque dans les discussions avec la... Bon, déjà, ça pose la question de budgétaire, et puis dans les discussions avec l'agence de l'eau, il pense que le futur appel à projet va imposer cette règle-là, que le PSE soit, parce qu'il y aura vraiment cet enjeu de captage prioritaire et d'optimisation de l'usage des deniers publics. Donc la règle pour le futur appel à projet serait vraisemblablement de rémunérer les pratiques uniquement sur les parcelles au sein de la l'AAC. Donc on est parti sur ce principe-là aussi. Parce que c'est un sujet qui s'est posé dans le cadre du plan Algues Vertes, Mhm. hein. Vous pouvez avoir un exploitant qui majoritairement a ses terres en dehors de l'aire de délimitation et qui bénéficie des aides lorsqu'on l'applique à l'ensemble de l'exploitation. Donc là, vraiment, on cible sur l'AAC. Mhm. Alors après, effectivement, vous avez un plafond qui peut limiter effectivement entre guillemets un peu la dérive, mais ok, c'est noté. Parce que Mhm. ok. C'est pas forcément l'idéal, hein, mais c'est. Et puis contrairement à la question de l'azote, où là, il y a vraiment
C'est l'ensemble du parcellaire qui doit être embarqué parce que c'est une logique à l'échelle de l'exploitation. Sur les pesticides, on peut se dire qu'on travaille malheureusement uniquement à la parcelle qui est située au sein de notre aire prioritaire. Les pratiques peuvent être, enfin, on peut se permettre de travailler uniquement à la parcelle, quoi. Mhm. Mais voilà, il y a forcément la question des montants qui est en jeu également. Justement, par rapport la partie financement, là, les gens qui sont en MAEC, MAB, CAB sont exclus. Est-ce que, ils sont perdants d'être exclus ou ça reste intéressant pour eux? Euh, Faudra qu'on compare. Je pense que c'est quand même pour eux intéressant d'être engagés en MAE Cap MAB. Euh, et en fait, on l'a construit, la philosophie du PSE, c'est plutôt d'aller chercher les... Alors je dis les mauvais élèves, c'est pas du tout péjoratif, mais ceux qui sont le plus éloignés de la cible, quoi. Parce D'accord, qu'encore une fois, on voulait être sûr qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine, qu'il n'y ait pas d'effet d'opportunité. On va pas verser de l'argent de manière irréfléchie. Donc, les indicateurs, ils sont assez ambitieux. Il faut déjà faire des efforts relativement importants pour atteindre du paiement, quoi. Oui. d'accord, Le dispositif, quand même, est réputé pour pouvoir embarquer tout le monde, parce que c'est pas la prime, entre guillemets, la prime aux mauvais élèves. C'est de pouvoir aussi reconnaître les efforts déjà consentis et les pratiques vertueuses qui sont mises en place. Et voilà, il ne faudrait pas qu'on arrive à l'effet contraire, qu'il y ait qu'une catégorie Mhm. qui n'atteignait pas des objectifs et qui bénéficierait uniquement des aides. C'est embarquer dans le système la majorité des Mhm. agriculteurs. par rapport justement à la rémunération, la diminution de l'IFT a été citée comme un indicateur qui sera suivi. Ce pourcentage de diminution de l'IFT, est-ce que vous pouvez un peu en parler pour dire qu'est-ce que vous attendez par rapport à quelle valeur de départ, quelle Mhm. valeur d'arrivée? Ben, je sais pas si vous avez, ce serait bien de diffuser la note, Sophie, du ministère là, sur le régime exempté de notification. En fait, Ouais, il y a des choses qui sont un peu imposées, mais de fait, on avait déjà, avant d'attendre la publication de cette note, on avait déjà identifié que la borne minimale pour toucher un PSE sur la question de l'IFT, ce sera d'être à l'IFT régional. Donc l'IFT régional, c'est une référence qui est faite pour ça, pour se comparer à nos pairs, en fait, à d'autres personnes qui exercent sur le territoire. On a pas mal d'exploitants qui sont quand même sur des IFT bien plus hauts que l'IFT régional. Donc, faut à minima, pour toucher de l'argent, il faut à minima être sur cet IFT régional. donc ça veut dire que quelqu'un qui serait très au-dessus, mais qui finit par l'atteindre, serait Ouais. mieux rémunéré que celui qui est déjà à l'IFT régional? J'ai pas compris ta question, Sophie. Comment vous faites pour faire du cas par cas, en fait, en fonction de l'exploitation? Comment vous suivez ça Bah, comment on suit? C'est au premier rendez-vous que l'on va avoir avec eux, on va récupérer leur registre phyto. Ouais, Ça va nous permettre de calculer un IFT global. oui. On veut prendre en compte tous les produits phyto, pas que l'herbicide maïs. On veut travailler sur l'herbicide, le fongicide, Mhm. l'insecticide, voire le corvifuge qu'on a aussi. Donc l'IFT global, y compris le traitement des semences, et qu'on va comparer à l'IFT régional. Et ce sera du cas par cas, effectivement. Chaque D'accord, exploitant se situera au niveau des bornes. Donc, la borne mini, c'est l'IFT régional. La borne maxi, malgré tout, on va être sur la borne maxi pour toucher un maximum, c'est le zéro phyto. ouais, C'est pas la cible affichée, mais pour autant, on sait que celui qui aura le maximum de paiement, c'est celui qui sera sur cet IFT équivalent à zéro phyto. d'accord. Est-ce que vous pouvez me redire, là, j'ai pas non plus compris, le nombre Voilà. d'exploitants total sur l'AAC, c'est combien? 106. 106. Et vous embarquez 106. vous avez parlé de 90 un peu plus tard, Oui. alors je ne sais plus pourquoi. Parce qu'ils Euh, sont en AB ou en CAP peut-être? ouais, soit il y en a 9 en bio et il y a une petite dizaine qui a moins de 3 hectares de SAU sur la AC. Donc ceux-là, on va être sûr on va quand même faire de l'accompagnement technique. Ils vont être associés à la démarche, mais on va pas les intégrer dans le dispositif PSE parce que c'est hyper lourd le PSE sur des petites surfaces. On va plutôt travailler avec eux sur, par exemple, de l'échange foncier
Voilà, on va pas Ouais, les embarquer dans le système alors qu'ils sont quasiment pas de surface d'accord. concernée. Donc Et ça nous fait qu'on a 90 exploitants qui ont plus de 3 hectares qui sont pas déjà en MAE. ok. Et le déperdu, il a été fait sur quelle surface de Sur territoire? 2500 hectares. Ça correspond à peu près la moitié de la SAU? On a 5500 hectares de SAU, donc une bonne partie, on va dire un 40% qui a été parcouru. Donc on va essayer de compléter ça également, quoi. D'accord. Alors, j'ai pas mal posé de questions. Je laisse la parole à ceux qui sont en ligne. Si vous souhaitez une dernière question, parce qu'il est déjà 12h04. Ça fait Vous une heure. entendez les cloches de l'église de Plourin? Ah non, Mince, ça veut dommage. dire que c'est l'heure de bientôt Non, terminer. non, Je, mais Ça fait une pour me heure situer. pile. Est-ce je qu'il y a veux d'autres bien en poser une, questions? si c'est possible. Oui, Ouais. vas-y. Donc Charles David au syndicat de l'Orne. Moi, je trouve très intéressant que vous donniez les moyens d'avoir un volet préventif ambitieux en augmentant le prix de l'eau. Mais bon, ça peut être vu comme contrevenant un peu au principe de l'eau paye l'eau. Et je voulais savoir si ça avait quelque chose qui avait fait débat un peu là, cette augmentation de 25 centimes là, qui est prévue sur le prix du mètre cube au niveau des instances de la collectivité, même si j'imagine que c'est quelque chose que vous pratiquez déjà habituellement. Et la deuxième question, c'est est-ce que cette augmentation, elle va être affectée uniquement au volume produit au pilion ou est-ce que c'est mutualisé du coup sur l'ensemble des volumes produits et distribués par Andour? Oui, oui, c'est sur l'ensemble des volumes, hein. C'est à Ok. peu près 3 200 000 mètres cubes distribués et facturés qui sont assujettis à ces 25 centimes. Nous venons de passer de 0,186 centimes à 0,25 centimes, hein, d'euros. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet sur l'eau paye l'eau. Euh, Ça coûte bien moins cher en préventif de financer du préventif que de financer du curatif. Une installation de charbon actif, refaire une filière sur une station d'épuration, on va le faire sur le bassin versant de la Pinzée, c'est 1 million d'euros, plus le fonctionnement derrière. Alors, pas que la filière charbon actif, on en profite pour remettre à jour la filière. Mais au prix, alors que nous ne maîtrisons pas le marché du charbon actif, qui flambe, et l'ensemble des réactifs qu'on utilise en traitement de l'eau, plus on aura de l'eau des milieux, de l'eau brute des milieux qui nécessitent moins de traitement, plus le consommateur sera gagnant, l'abonné sera gagnant. Ça, c'est un constat. Mais sur la légalité de la chose, que l'on entend un petit peu partout, je le dis haut et fort, hein, et je le dis partout dans les congrès, mais dans ce cas-là, nous allons consigner immédiatement, ce que nous n'avons pas le droit de faire, les redevances versées à l'agence de l'eau. Parce que l'argent versé à l'agence de l'eau, eh bien, bien redistribué, il est bien redistribué en aide, et en aide en particulier ou en subvention sur le grand cycle. Et ça vient de la facture d'eau. Et si l'on regarde les recettes de l'agence, quel est le pourcentage de recettes de l'agence basé sur la facture domestique? C'est phénoménal. C'est phénoménal. Donc, c'est la majorité des recettes de l'agence viennent de ces factures domestiques et on est bien sur le prix de l'eau. Donc, c'est des objections auxquelles j'ai eu à faire face, mais aucun état d'âme. Et depuis qu'on le fait, aucun contrôle de légalité ne nous a retoqués. Donc, sur le fond, nous avons le choix de mettre beaucoup d'argent dans le curatif ou d'en mettre un petit peu moins sur le préventif. Mais du préventif, il faut qu'il soit à court terme. Il faut qu'il soit à court terme. Alors, on n'a aucun état d'âme et ça ne suscite pas de débat. Ça ne suscite pas de débat. Alors, c'est une transversalité et nous avons pris l'action à AAC dans une transversalité, dans une globalité, dans quelque chose de beaucoup plus global, ce qui fait que le débat est tout à fait apaisé et constructif. Mais il ne faut pas oublier que sur ces questions de facture d'eau, nous sommes en convergence, une convergence tarifaire, et que nous avons annoncé dès l'intention de création de la régie que sur 12 ans, le prix de l'eau doublera.
Mais en France, c'est un gros débat. Il n'y a pas deux territoires qui payent le même prix au litre. Mais sur notre territoire, en moyenne, c'est 4 centimes le litre d'eau. Donc, il faut bien se poser la question, de 4 centimes, nous allons sans doute passer dans 12 ans à 8 centimes. C'est toujours pas cher. C'est toujours pas cher et peut-être pas le vrai prix de l'eau. Et on voit que les consommateurs n'hésitent pas à acheter à 10 fois, 20 fois, 30 fois plus cher une bouteille d'eau minérale ou d'autres sources en supermarché. Voilà, donc c'est aucun état d'âme là-dessus. Voilà, je voulais juste le dire, quoi. Et normalement, le courage politique, c'est de le dire. Ben, merci d'avoir ce courage politique, de porter cette politique de prévention plutôt que de curatif. Et puis, merci à Julie aussi d'avoir présenté clairement le plan d'action qui, je le rappelle, hein, pour un captage entré dans le stage 2022-2027, qui, 3 ans après, est déjà en marche. C'est-à-dire que l'arrêté de délimitation, le diagnostic des pressions, tout ça, ça a été réalisé dans un laps de temps extrêmement court pour déjà embarquer hein, les agriculteurs hein, sur cette démarche de protection. Donc, ben, je pense que c'était un premier rétex, un retour d'expérience des animateurs de captage qui montre bien que voilà, il y a des actions qui sont menées et qui sont bien portées aussi politiquement et qui donc, on espère, seront efficaces. On pourra peut-être faire un rétex plus tard, hein, justement, sur les résultats. Mais en tout cas, merci à tous les deux hein, pour ce premier retour d'expérience. Le prochain, c'est Eau du pays de Saint-Malo et ça aura lieu le 14 mars. Donc, je vous invite à suivre aussi cet épisode. Il y en aura peut-être d'autres après en fonction des retours des animateurs. Peut-être si Merci. je peux Oui, préciser, Sophie, juste que pour les collègues, la stratégie, elle précise le rôle des uns et des autres et le rôle des services de l'État. Et moi, je me suis vraiment sentie appuyée, soutenue par Florence Fernandez de la DRAF, par Sophie Oui. et par Christine, bah, maintenant qui profite de sa retraite, bien méritée. oui. Mais Et qui est voilà, je voulais... remplacé par Sophie, qui est en ligne avec nous, Ah bon, bah alors, enchantée Sophie. Non, je voulais dire que voilà, qui était c'était... aussi à la journée des animateurs de captage que tu as pu identifier peut-être ce jour-là. Oui, oui. Non, non, mais voilà, pour dire aussi que votre appui, il a été, voilà, c'était important pour nous aider, quoi, dans cette démarche qui n'est pas forcément évidente. Oui, c'est sûr. C'est une forme de Merci. Ouais. concrétisation de vos démarches aussi, hein. Mm, C'est-à-dire que nous sommes sur le terrain avec vous, mais ce que vous avez anticipé, ce que mm. vous encadrez, bien, en complémentarité, nous permet d'aller beaucoup plus loin également. Bon, je pense qu'on est tous d'accord que c'est un travail collectif hein, et que individuellement, seul, dans notre coin, on ne pourrait pas y arriver. Et donc, voilà, c'était l'intérêt aujourd'hui de montrer que vous avez su, en tout cas, mobiliser tous les acteurs autour d'une même table avec des objectifs communs. Donc, bravo pour ça. Merci pour votre présentation.